C'est bon? Donc, merci d'être là pour la deuxième partie de ce colloque sur femmes, matrimoine et révolution. J'ai l'honneur et le plaisir de commencer donc, cet après-midi autour d'une contribution consacrée à la journée des Tuiles du 7 juin 1788, matrimoine, révolution ou révolution matrimoniale, qui peut être pensée comme le prolongement de la brochure que nous avons co-rédigée avec Clarisse Coulon et qui a été distribuée à Grenoble par la municipalité et par les bibliothèques, mais qui peut aussi être vue comme le prolongement d'un autre projet éditorial qui est la traduction de l'ouvrage intitulé Magna Carta, comment une charte du Moyen-Âge révolutionne les communs aujourd'hui, de Peter Linebaugh, traduit aux éditions ECLM, qui pose la question des communs dans l'histoire du monde occidental, plus particulièrement dans l'histoire du monde anglo-saxon. Et il se trouve que, pour moi, l'histoire de la journée des Tuiles s'inscrit en un sens dans cette histoire de longue durée des communs, et non pas seulement de la représentation politique, mais aussi de la participation populaire à la vie politique française. Donc voilà, la journée des Tuiles a été bien des fois racontée par des représentants politiques, on l'a vu, comme par des historiennes et des historiens. Elle appartient au panthéon des événements révolutionnaires tels que l'a établi Jules Michelet au XIXe siècle. La chronologie de cette journée a été détaillée de manière précise, quoique débattue, par de nombreux spécialistes de la période. Donc de ce point de vue-là, les travaux de Gérard Vialet ou Jean-Marc Schiappa apparaissent comme les plus détaillés. Le rôle des femmes y a été souvent remarqué, et ce, dès la deuxième moitié du XIXe siècle, comme le remarquait Christy tout à l'heure. Des historiennes, comme Clarisse Coulon ou Sophie Vanish, ont elles aussi investi le sujet en soulignant le fait que cette journée des Tuiles ne pouvait être réduite à un simple moment de la pré-révolution parlementaire. Ce jour-là, donc, le 7 juin 1788, c'est en effet la foule qui a sauvé le Parlement de Dauphiné, cette cour souveraine qui prétendait représenter la province et que le pouvoir royal cherchait alors à dissoudre, ou comme il était de coutume de dire à l'époque, à exiler. Pourquoi dès lors revenir sur cette journée révolutionnaire? Quelle raison peut bien motiver d'ouvrir de nouveau ce vieux dossier de l'histoire de la Révolution française à Grenoble? Donc, le point de départ de cette réflexion est le célèbre tableau dont on parle depuis cette journée d'Alexandre Debelle, peint en 1889, ou plutôt la composition réalisée par le photographe et graphiste Laurent Ravier à partir de ce tableau, remis en situation dans le Grenoble d'aujourd'hui, où il est possible de voir la foule du 7 juin aux prises avec les soldats bombardés par des tuiles vengeresses devant l'actuel lycée Stendhal. Donc, la redécouverte de ce tableau, dans le cadre de la première fête des Tuiles organisée par la municipalité grenobloise en 2015, avait correspondu pour moi à une véritable remise en question. La présence des femmes au cœur de la révolte, mise en valeur par un jeu d'ombre et de lumière accentué par la composition, avait quelque chose de déroutant par rapport aux travaux que j'entreprenais à l'époque. En effet, je travaillais sur un projet de cité idéale des années 1760, ayant impliqué les élites dauphinoises sur les bords du lac Léman à proximité de Genève, à savoir la colonie horlogère de Versoix. J'y voyais un moment de politisation démocratique de ceux qui devaient organiser le soulèvement grenoblois, Gaspard Bouvier, Henri Gagnon, le grand-père de Stendhal, et Barthélemy d'Orban, le professeur en un sens de tous les juristes grenoblois de l'époque, en tout cas leur conseiller. Cependant, aucune femme ne faisait partie de cette histoire de révolution masculine en pays de montagne. Comment dès lors expliquer leur insurrection soudaine? Fallait-il y voir une simple manipulation des hommes, et plus particulièrement des milieux parlementaires, dont le peuple des femmes n'aurait été que la marionnette, ou devait-on y voir une agentivité propre, appuyée, et c'est important, sur des mobiles spécifiques? Comment expliquer leur absence dans l'espace public extérieur de la cité grenobloise, alors qu'elles étaient omniprésentes dans les récits privés des témoins de l'époque? Donc, pour répondre à cette question, je souhaite avoir recours à deux notions. Donc, la première, qui est au cœur de notre colloque, c'est celle de matrimoine, forgée par l'anthropologue Hélène Hertz. La notion de matrimoine est une notion critique, dont l'objectif est la remise en cause des politiques mémorielles masculinisées, auxquelles renvoie la plupart du temps la notion de patrimoine, sous couvert d'universalité, bien sûr.
Parler de matrimoine révolutionnaire, c'est en d'autres termes avoir un débat sur la possibilité d'une mémoire dégenrée des événements révolutionnaires. La seconde notion, imaginée pour l'occasion, pour cette contribution, est celle de révolution matrimoniale, qui renvoie peut-être à ce qu'abordait tout à l'heure Pierre Cernat. L'idée d'une possible remise en cause de l'ordre patriarcal dans le cadre des événements révolutionnaires. Cet ordre patriarcal, il faut le rappeler, découle de la structure même de la famille et du droit du mariage sous l'Ancien Régime. La monarchie peut d'ailleurs elle-même être vue comme une sorte de pyramide de paternité au sommet de laquelle se trouve le roi, père du royaume. L'idée de pyramide de paternité est assez efficace pour se représenter ce qu'était l'Ancien Régime. De quel matrimoine révolutionnaire, donc, la journée des Tuiles peut-elle être le nom? Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la mémoire révolutionnaire à Grenoble, il faut rappeler que la première référence, ou l'une des premières références au passé révolutionnaire de la ville dans l'espace public, se produisit en plein Second Empire, sous la mandature de Jean-Thomas Vendre, alors maire, par le biais de la toponymie. La décision d'attribuer le nom du révolutionnaire Antoine Barnave à une rue en 1866 fut prise à la suite de la rédaction d'un rapport de la commission d'instruction publique et des Beaux-Arts qui justifiait son choix de la façon suivante. J'ai mis le rapport ici. L'heure de la justice est venue pour celui qui avait si cruellement expié ses dernières tentatives pour sauver la royauté. Donc, cette désignation avait en fait pour but d'insister sur le fait que Barnave n'était pas révolutionnaire, enfin pas autant que ce qu'on peut prétendre aujourd'hui. Et par ailleurs, elle soulignait le fait qu'il n'était absolument pas un ennemi de la colonisation, ce qui pour l'époque pouvait en faire une sorte de héros. En conclusion, la première référence à la Révolution française dans l'espace public grenoblois fut motivée par des considérations monarchistes et colonialistes, en faveur d'un personnage dont les écrits témoignent par ailleurs, si vous les lisez, de préjugés sexistes, pour le moins misogynes, la femme étant condamnée à rester dans l'espace privé, d'après les propos de Barnave qu'on retrouve chez d'autres. Cependant, la Troisième République ne revint pas sur cette appellation contestable. Elle préféra en changer le sens en lui adjoignant un monument à la gloire de la Révolution française, devant lequel on est passé tout à l'heure, proposé pour le centenaire de la Journée des Tuiles, situé sur la place Notre-Dame. Il servait de prolongement immédiat à la rue Barnave, qui s'inscrivait dès lors dans un dispositif mémoriel favorable à la Révolution. Donc, je suis désolé pour ceux qui ne sont qu'en ligne, donc ils ne vont pas voir vu que j'utilisais un laser. Mais là, on voit bien que la rue Barnave débouche effectivement sur la place Notre-Dame et le monument des Trois Ordres du centenaire se situe juste ici, à la sortie. Alors, on a un sens de donner un nouveau sens à la rue Barnave et de ne pas l'abandonner parce qu'un certain nombre d'éléments du Second Empire sont en continuité avec la Troisième République. Donc, le projet de monument commencé sous la mandature du maire Édouard Ray en 1888, pour le centenaire des événements, devait aboutir à une inauguration 10 ans plus tard sous celle de Stéphane Jay. Il s'agissait d'une fontaine dont la femme était occupée par 4 griffons accompagnés d'autant de tritons. Donc, un monument absolument masculinisé. Entre les ailes du griffon qui regarde en direction de Genève se trouvent quelques vers d'André Chénier, Mont Sacré, d'où la France fit naître, le soleil avec la liberté. Le sommet de la colonne à 4 façades, où sont représentés 3 hommes, correspondant aux 3 ordres d'Ancien Régime, est un hymne à la Révolution dauphinoise et à ses principaux événements. Il n'y est fait aucune référence au rôle des femmes durant la journée des Tuiles. Et comme le disait Christy tout à l'heure, pourtant ce rôle était déjà très bien documenté. C'est donc un choix de la part de l'artiste Henri Dinge et de la municipalité de l'époque de ne pas le mentionner sur le monument public. De fait, la Troisième République, qui n'accordait pas le droit de vote aux femmes et se caractérisait par un système politique strictement représentatif, devait trouver encombrante la participation directe des femmes à la journée des Tuiles du 7 juin 1788. Durant la Seconde Guerre mondiale, le monument héritier des Lumières fut saccagé par Vichy. On en a la photo du résultat en 1945, qui se trouve dans les archives municipales. Sa restauration après-guerre ne fut pas pour autant l'occasion d'une revalorisation du rôle des femmes. On aurait pu l'imaginer. Un monument, c'est pas sacré, ça peut se repenser.
malgré l'obtention récente du droit pour ces dernières de participer aux élections. Donc, ce n'est qu'avec l'inauguration qui vient d'avoir lieu de la plaque installée ce 14 juin 2024 sur le mur de l'ancien hôtel de ville que le rôle des femmes dans la journée des Tuiles reçoit enfin une reconnaissance officielle dans l'espace public. Le 7 juin 1788 devient ainsi aujourd'hui un matrimoine à proprement parler. Cependant, cette nouvelle politique mémorielle, tout le monde se pose la question, correspond-elle à la réalité historique des faits ? Suspense, si je dis non, quand même. Donc, la reconnaissance du rôle des femmes dans la journée des Tuiles remonte à l'historien Jules Michelet, comme je le disais tout à l'heure. Ces représentations à ce sujet doivent tout au bibliothécaire de la ville de Grenoble, Hyacinthe Gariel, qui lui communiqua un ensemble de témoignages privés issus du fonds dauphinois. Ces derniers décrivaient de façon détaillée le rôle joué par les femmes à l'occasion de la journée des Tuiles, contrairement aux documents issus des administrateurs monarchiques de la province, qui ne faisaient que le mentionner au passage. On se demandait d'ailleurs pourquoi ils le censuraient. Cependant, Michelet et les historiens qui l'ont suivi ont mentionné le rôle des femmes, mais n'ont pas cherché à expliquer les motivations des femmes, ce qui, normalement, est nécessaire pour pouvoir conclure à une véritable agentivité, en les comparant au mieux à des espèces de Jeanne d'Arc de la Révolution française. Dans un récent livre, l'historienne Eliane Viennot résume assez bien le consensus historiographique actuel, qui ne prête aucun rôle particulier aux femmes à l'occasion de cette journée. Il me semble d'ailleurs que cette analyse historienne relève de ce qu'il est possible de qualifier de rhétorique de la double réduction, dès lors qu'il s'agit de décrire l'action des femmes en contexte révolutionnaire. Réduction de l'action des femmes au domaine alimentaire et réduction du domaine alimentaire à une question non politique, voire même anti-politique. Donc, rouvrir le dossier de la participation des femmes à la journée des Tuiles exige de faire ce qu'aucun historien, aucune historienne n'a fait jusque-là, se pencher sur l'identité sociale de ces femmes, à défaut de pouvoir aller jusqu'à mettre un nom sur chaque émeutière. Or, les sources mentionnent, soit de façon genrée, soit en employant un masculin de neutralisation, le rôle particulier des herbières et de la corporation du gant dans les événements révolutionnaires. Les herbières sont de petites marchandes de légumes, quand les gantières sont avant tout des couseuses de gants nécessaires à l'industrie grenobloise qui fournit la cour de Versailles en produits de luxe. Les herbières correspondent plus précisément à une catégorie sociale aux revenus très modestes, dont l'existence est toujours à la limite de la misère. Elle n'a rien à voir, cette catégorie, avec les dames des Halles décrites par l'historienne Katie Jervis. On est vraiment dans une catégorie qui est celle du petit peuple. Le dictionnaire de Trévoux les rend dépendantes de l'existence de biens communaux où elles glaneraient, cultiveraient leurs marchandises. Femmes isolées, arrivées récemment en ville, veuves du peuple, filles mères, elles vivent d'expédients, de débrouilles. Parfois petites paysannes vendant leur production, parfois simples revendeuses ou regratières. Elles vivent à Grenoble dans le faubourg maraîcher des Granges, situé de nos jours entre Grenoble et Échirolles. Leur quotidien est bien décrit dans les archives municipales relatives à la corvée, sans que les inventaires ne les mentionnent jamais. Donc, pour revenir sur quelque chose que disait Edith, visiblement, on considérait que ces témoignages d'herbières n'étaient pas assez importants pour les faire figurer dans les inventaires. Les gantières sont quant à elles presque exclusivement des couseuses de gants qui travaillaient dans le cadre quasiment carcéral de l'hôpital général. Réparties en salles sous la surveillance étroite de l'administration, leur quotidien est celui d'ouvrières exploitées. Les plus maltraitées sont sans aucun doute les filles repenties, anciennes prostituées, dont les cheveux sont tondus et qui sont contraintes au port de l'uniforme de manière permanente. Une salle particulière leur est réservée, après avoir été au Bon Pasteur. La discipline hospitalière n'empêche cependant pas certaines révoltes qu'on peut repérer dans les sources. Les filles s'arment alors de bâtons et se maquillent, voire se fabriquent des masques de toile ou de cuir pour tenter le coup de main. Elles sont donc loin d'être résignées à leur sort. Enfin, il serait oiseux d'opposer les herbières aux gantières.
et ça c'est une chose dont je me suis rendu compte à force de fréquenter les archives, une herbière est en réalité une gantière libre à cette époque-là, quand une gantière ou une couseuse de gants est une herbière tombée dans la misère et incarcérée à l'hôpital. Les frontières entre les deux catégories sont extrêmement poreuses en réalité. Alors, où vivent-elles ? Par opposition au plan Lomé, datant des années 1780, le plan de Grenoble daté de 1770, qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France et que j'utilise ici, est le premier à être aussi précis, et détaillé, permet de repérer clairement les différents lieux de vie des herbières et des gantières. En effet, le plan Lomé masquait par une rosace le quartier des Granges. Par ailleurs, celui de 1770 permet d'identifier clairement la localisation de l'hôpital et de la place aux herbes, à laquelle les herbières qui devaient vendre leurs légumes ont laissé leur nom. Si la place aux herbes s'appelle comme ça, c'est parce que les herbières venaient y vendre des herbes. Donc là, effectivement, vous avez la place aux herbes, pas loin du tribunal. Ici, vous avez l'hôpital général. Et là, le faubourg maraîcher des Granges qu'on ne voit presque jamais sur les autres cartes. Donc, diapositive suivante. Le samedi 7 juin 1788, un jour de marché qui tourne à la foire. Donc, alors il se trouve que le 7 juin est justement un jour de marché. Une foule vraisemblablement plus nombreuse qu'à l'accoutumée se rend à Grenoble. Si la Gazette de Berne, qu'on voit ici, en minore le nombre, celle d'Amsterdam parle de près de 4000 personnes qui affluent alors dans les murs d'une cité grenobloise d'environ 25 000 âmes. C'est énorme comme proportion. Face à un pouvoir royal qui tente de plus en plus de réguler l'activité marchande en fixant les lieux de marché et en essayant d'imposer une catégorie de marchands officiels susceptibles de servir de relais au prélèvement fiscal, c'est ça l'enjeu, cet afflux de monde est déjà en soi une forme de subversion. Ça veut dire qu'il y a une entrée incontrôlée dans la ville de personnes. Par opposition à la place Grenette, lieu du marché officiel sous surveillance royale, où on prélève justement les prélèvements, comme la LED, la place aux herbes est un lieu de marché relativement libre, presque interlope, dont les consuls disposent qu'il est réservé à des marchands étrangers. C'est le règne des herbières qui sont extérieures à la ville, du moins à ses murs. Or, c'est justement de là que semble partir l'agitation révolutionnaire du 7 juin 1788. C'est de cette place, et pas de la Grenette. Alors, certains témoins ou historiens ont cru y voir la preuve d'une manipulation parlementaire le jour d'un exil programmé. En effet, la place aux herbes est à proximité immédiate du Parlement. Cependant, il n'existe aucune preuve de cette manipulation. Les herbières semblent avoir agi de leur propre chef, au nom de leurs préoccupations spécifiques. En quoi les femmes du peuple pouvaient-elles être préoccupées par l'exil du Parlement du Dauphiné ? Nos travaux sur les sources et l'histoire de la province nous amènent à considérer que leurs préoccupations étaient essentiellement environnementales, renvoyant à ce qu'il est possible de qualifier d'écologie morale de la foule. On pourrait faire à cette notion, que j'ai utilisée pour la première fois en 2022 dans un article dédié à Michel-Antoine Servan, un procès en anachronisme. D'ailleurs, on ne s'en est pas privé. Je remarque cependant qu'elle a fait l'objet, justement cette semaine, d'une journée d'études au château de Vizille de la part de chercheurs du laboratoire Pacte, qui a donné lieu à plusieurs contributions très intéressantes. Je l'ai conçue pour ma part sous l'influence croisée des travaux d'Edward Palmer Thompson et de la première éco-historienne, à mon sens trop souvent oubliée, qui s'appelle Thérèse Claffert, qui s'est beaucoup intéressée au Haut-Dauphiné et qui n'est jamais mentionnée dans les histoires de l'écologie. Dans un article dédié aux origines médiévales du républicanisme montagnard, largement inspiré des travaux de l'historien Peter Linebaugh, j'avais montré comment le statut delphinal de 1349, charte médiévale de la province, contenait en son sein une charte des eaux garantissant les usages communs de la ressource. Cette charte servait de base aux décisions du Parlement de Grenoble en la matière, que l'administration royale, et c'est une spécificité dauphinoise, n'était jamais parvenue à court-circuiter en matière d'eau et de forêt, malgré le développement d'une administration spécifique. Elle n'y arrive pas. Le Parlement résiste. Le cas des Granges est de ce point de vue représentatif de ce qui se passe ailleurs dans la province. La commune de Grenoble y disposait de terrains communaux mis en location à bas prix aux herbières des faubourgs maraîchers. Leur fertilisation était rendue possible par le monopole dont disposaient les habitants du faubourg sur les boues et les ordures produites par la ville, qui servaient d'engrais. Or, ce monopole était précisément justifié par le fait que les habitants des Granges étaient directement responsables du déblayage de la ville de Grenoble en cas d'inondation.
De fait, il n'existe pas de corvée de la part du tiers-État en Dauphiné sans contrepartie, son poids devant être équitablement réparti entre les différents ordres qui forment la société dans l'Ancien Régime. Or, c'est justement la réforme de la corvée royale, transformée en impôt reposant sur les seules épaules du tiers, associée à l'adjudication de biens communaux dans le secteur des granges, qui met le feu aux poudres des campagnes grenobloises. Le Parlement de Dauphiné, ayant eu le bon goût de s'y opposer et de le faire savoir par l'intermédiaire de courts textes relents de pamphlets, les herbières vont devenir les protectrices naturelles, entre guillemets, du Parlement. Il y a donc bien alliance, à mon sens, et non pas manipulation. L'action des herbières à l'égard du Parlement est par ailleurs ambiguë. Elle le protège, mais refuse dans le même temps son rôle d'intermédiaire entre le pouvoir royal et la province. Les négociations du matin entre les parlementaires et le gouverneur sont considérées comme nulles et non avenues. Le coup de force qu'elles organisent dans l'après-midi s'accompagne d'une contrainte exercée sur ces messieurs à perruque. Ils sont forcés à siéger dans une sorte de rite carnavalesque qui s'accompagne d'un feu de joie sur la place du Parlement. Armées de bâtons, comme à l'hôpital, et vraisemblablement masquées, elles molestent certains officiers, exercent une réelle violence physique sur le gouverneur. Les herbières mettent ainsi directement en cause l'honneur viril des autorités monarchiques. Ce qui explique, à mon sens, que ces dernières en aient fait une sorte de tabou de leur récit. Difficile pour un gouverneur de raconter qu'il a été mis à l'amende par les herbières de la place aux herbes. Quel rôle, donc, dans cette histoire très féminine, attribué aux messieurs ? Juste au passage, le témoignage le plus complet sur cette affaire-là, c'est le témoignage dit d'un anonyme religieux qui a beaucoup intéressé Michelet et qui raconte par le détail l'ensemble de ces événements, qui sont par ailleurs confirmés de façon indirecte par d'autres témoignages. Alors, quel rôle attribuer aux hommes dans cette affaire féminine en définitive ? On se pose bien sûr la question de Barnave. Un patriarche à déconstruire, point d'interrogation. Barnave, à qui les historiens ont tant prêté de responsabilité dans cette affaire, par ailleurs très bon analyste de la situation, n'a au mieux publié qu'un pamphlet distribué après les événements, Esprit des édits enregistrés militairement. L'analyse de sa correspondance privée inédite, conservée à la bibliothèque municipale de Grenoble depuis 2013, laisse d'ailleurs planer un doute. Alors, je vous donne cet élément, je n'ai pas de conclusion définitive du tout, quant à son octorialité en la matière, étant donné qu'il considère lui-même, à mon sens, ce texte comme un texte qui n'est pas de lui. Et pourtant, ce sont des lettres où il ne se cache pas quant à son implication aux côtés des révolutionnaires, ce qui ne veut pas dire qu'il cherchera à dissimuler son octorialité. Il le dit ici, voici un petit ouvrage qui fait ici une sensation profonde et terrible. Je ne voulais pas encore envoyer, plutôt parce que je ne l'avais pas, étant extrêmement rare. Visiblement, il parle d'un ouvrage que lui-même n'a pas écrit, et il le revendiquera seulement dans le cadre de son procès par la suite pour montrer qu'il avait été révolutionnaire depuis le début. Les archives de l'hôpital de Grenoble contiennent par ailleurs un manuscrit incomplet du même document qui, comme on le voit, n'est pas de la main de Barnave. Et cette main-là, moi je l'ai croisée souvent dans mes travaux d'historien de par mes recherches, c'est la main de Gaspard Bouvier. Ça se voit par l'alternance notamment des « e » qui est très spécifique dans sa manière d'écrire. Alors je ne conclus pas sur cette affaire. Plusieurs auteurs, un seul auteur. En tout cas, ça pose problème sur ce qu'on attribue habituellement à Barnave et qui ne semble pas être si évident que ça pour cette période de la journée des Tuiles. Autre Grenoblois dont on a déjà parlé, Amar. Amar, témoin muet de la journée des Tuiles. Il n'en a pas publié de témoignage. Il sera 5 ans plus tard le principal artisan, comme le soulignait Brigitte, d'un décret interdisant l'existence des clubs de femmes au lendemain des chauffourées ayant eu lieu sur le marché à Paris. C'est anecdotique pour les faits, ça n'a pas l'air de l'être pour lui, étant donné qu'il le répète de manière régulière. Il serait possible d'y voir une anecdote. Cependant, on peut se demander si cette référence au marché n'est pas pour lui une sorte de réminiscence. Pour terminer la Révolution, il fallait faire taire les femmes avant de faire taire le peuple en interdisant les sociétés populaires. Barnave, qui a été témoin du fait que la Révolution commence avec les femmes, a peut-être eu l'idée de la terminer en empêchant les femmes d'y participer.
Amar, excusez-moi. Conclusion générale. Alors, ou j'ose, un matrimoine révolutionnaire renvoyant une révolution matrimoniale, rupture d'un lien de représentation entre femmes et hommes, au nom d'une écologie morale de la foule. Je vais poser une question volontiers provocatrice. Premier moment d'une sorte d'écoféminisme de l'histoire de France, je ne sais pas. En tout cas, les femmes s'investissent vraiment pour des questions environnementales afin de défendre leurs intérêts propres en tant que femmes indépendantes. Deuxième question, deuxième point, un épisode de la longue histoire de la participation populaire à la vie politique française, et donc pas seulement de la représentation politique. Et troisième point, à mon sens, une invitation à connecter histoire des formes politiques, histoire des systèmes de propriété, histoire du genre, histoire environnementale, et, à mon sens aussi, histoire coloniale, parce que, effectivement, la bourgeoisie grenobloise est en réalité nourrie de ce système colonial, comme on le rappelait tout à l'heure. C'est ce que nous avons d'ailleurs dit dans la brochure parmi ici. Question d'ouverture de cette présentation, qui me semble découler directement de ce que je viens de dire. Une démocratie représentative absolue ou strictement représentative permet-elle de rompre réellement avec l'organisation sociale patriarcale héritée de l'Ancien Régime, hier et donc encore aujourd'hui? Voilà. Je me permets juste de rajouter un élément sur la bibliographie que j'ai utilisée. Notamment, j'ai beaucoup utilisé des travaux de Clarisse Coulon ou dirigés par Clarisse Coulon. Et plus particulièrement, je conseille la lecture de l'article d'Anne Giraudot sur la prostitution à Grenoble, parce que c'est un marqueur de la pauvreté et qu'on voit très bien que certains quartiers, notamment celui des Granges, sont directement concernés. Les femmes ayant les herbières ayant finalement l'alternative entre être enfermées à l'hôpital ou la prostitution, qui est une sorte de mort sociale, comme me le rappelait Brigitte. Voilà, je laisse la place à Erika Manucci.